Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois le général de brigade Christophe Husson, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Aujourd'hui, nous allons parler cybercriminalité et investigation dans le cyberespace. Nous partons sur les traces de ces enquêteurs du monde réel qui appréhendent la menace du monde virtuel. Où se trouve la limite entre les deux et quel est l'impact de cette nouvelle forme de criminalité ? Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Général Husson, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes aujourd'hui général de brigade et commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, étant également surnommé comme Cybergende. Alors avant d'aborder la question de la gestion des menaces dans le cyberespace, j'ai pour habitude de faire un point sur le parcours de mon invité. Donc vous êtes titulaire d'un master en sécurité et architecture des systèmes d'information à l'ENSTA. Vous avez commencé comme commandant de peloton de gendarmerie en 1999 et puis successivement vous avez travaillé pour la sous-direction des télécommunications et de l'informatique en tant que chef de projet informatique. Et puis plus tard vous avez pris la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Reims. Et puis vous retournez de nouveau sur les questions numériques en tant que chef de bureau et chef de projet technique pour le programme Néogende pour le service des télécommunications et SI de la sécurité intérieure. Et vous avez par la suite été au sein du cabinet du directeur général de la gendarmerie, puis commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord pendant 4 ans, avant d'être commandant en second du COM Cybergende, puis aujourd'hui commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, succédant au général de division Marc Boger. C'est bien ça. J'ai bon. Tout bon. Ma première question, pourquoi la gendarmerie ? Pourquoi ce milieu et la cybersécurité ? Parce que c'est vrai que quand on pense à la gendarmerie, la cybersécurité, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Alors le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace traite de la lutte contre la cybercriminalité. Alors c'est vrai que c'est typiquement une des missions de la gendarmerie puisque ce sont les enquêtes judiciaires. On fait des enquêtes judiciaires dans tous les domaines et y compris dans le domaine de la cyber. Donc quelque part ça a vraiment du sens que la gendarmerie soit fortement impliquée en la matière. Et le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace ne traite pas directement des sujets qui sont liés à la cybersécurité. La cybersécurité, la défense de nos infrastructures, ce sont d'autres entités au sein de la gendarmerie, au sein du ministère de l'Intérieur qui le traitent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément l'impression, en tout cas pour l'usager, que la gendarmerie traite de sujets à la fois très complexes sur les aspects techniques, mais également sur les aspects judiciaires, parce qu'on a encore malheureusement parfois cette image un peu d'épinal du gendarme qui peut être sur le bord de la route à mettre des PV. Ça fait partie aussi des missions, mais c'est loin d'être la seule. Il y a tout un tas de métiers aujourd'hui qu'on doit encore faire découvrir, et je pense notamment que pour les plus jeunes, ceux qui sont en école d'ingénieur par exemple, c'est important de faire connaître nos missions, et souvent ce sont des missions, et très souvent d'ailleurs des missions qui ont beaucoup de sens, et d'ailleurs qui sont très identifiées et reconnues pour les jeunes qui en ont connaissance. Et donc à partir du quand est-ce que vous avez compris que la cybersécurité prendrait une place prépondérante dans les métiers de la gendarmerie ? Alors la gendarmerie, elle traite des sujets qui sont liés à la cybercriminalité depuis très longtemps. On a créé ce commandement assez récemment, mais pour autant, on a vraiment cette culture, encore une fois, à la fois du scientifique, technique, mais également du judiciaire depuis des dizaines d'années. Et nous avions, il y a déjà une quarantaine d'années, des recrutements qui étaient des recrutements sur le profil de ce qu'on fait habituellement dans les armées, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des enquêteurs spécifiquement pour la gendarmerie. Et toutes ces entités étaient diffuses en matière de lutte contre la cybercriminalité dans les différentes directions, les différentes sous-directions de la gendarmerie. Donc on faisait de la lutte contre la cybercriminalité, mais pour autant, les choses ont évolué fortement ces dernières années. Si je peux juste citer un chiffre, on a identifié en gendarmerie une augmentation de 43% des faits qui sont liés à la cybercriminalité, que ce soit du haut du spectre ou sur des attaques qui sont plus modestes. Donc ça montre que ça a fortement augmenté. Et donc c'est la raison pour laquelle le directeur général de la gendarmerie a souhaité fédérer l'ensemble de ses énergies en matière de lutte contre la cybercriminalité sous un commandement unique, le COM Cybergende, qui a été créé en 2021. Mais ces entités existaient déjà. L'idée, c'était de les rendre plus adhérentes, plus rassemblées au sein d'une même entité, et donc forcément d'être plus efficaces. Et donc vous disiez qu'il y a eu une augmentation des cyberattaques, c'est ça qui a aussi déclenché cette création du COM Cybergende. Est-ce qu'il y a eu un élément
un élément déclencheur, une cyberattaque en particulier ou une action? Alors, on peut citer beaucoup d'exemples. Il y en a peut-être un qui est emblématique, qui est l'affaire que beaucoup ont entendue dans les médias, qui s'appelle EncroChat, où Oui. la gendarmerie avait pu démanteler un dispositif de téléphonie chiffrée en réussissant à casser le dispositif de chiffrement par des compétences techniques de haut niveau. C'est une affaire qui a débuté en 2017-2018, qui est en train de se finaliser aujourd'hui en 2023. Et ça a montré tout l'intérêt, justement, de pouvoir disposer à la fois d'enquêteurs, de techniciens, vraiment de rassembler l'ensemble des forces, l'ensemble des énergies sur un dispositif unique. Et c'est probablement l'un des éléments qui a été un élément déclencheur. Et au-delà de l'enquête judiciaire, au-delà de cette capacité technique aussi à casser les dispositifs, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin en termes de traitement de la donnée. Donc ça veut dire qu'il faut aussi rajouter des compétences techniques sur ces traitements. Donc tout ça doit être élaboré selon un modèle complet, global. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce commandement. Donc c'est donc finalement un contexte de plus en plus favorable au traitement de la question cyber qui a abouti à la création du COM Cybergendre. Et quand on s'intéresse justement au COM Cybergendre, on voit qu'il est chargé de piloter, de conduire et d'animer le dispositif de la gendarmerie nationale dans la lutte contre les cybermenaces. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les missions du COM Cybergendre? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, le COM Cybergendre traite à la fois tout ce qui concerne la cybercriminalité du haut du spectre, mais également cette cybercriminalité qui est plus modeste et qui peut concerner chacun, et qui peut toucher chacun dans sa vie du quotidien. Alors pour faire concret, si on commence par le commandement en lui-même, sur l'aspect central, nous sommes constitués de 4 divisions. Une division des opérations, c'est typiquement les enquêtes de haut niveau avec un certain nombre de compétences spécifiques en la matière. On a également une division technique, qui assure un appui aux enquêteurs. On a une division de la proximité qui va assurer justement l'accompagnement, la prévention dans les territoires, donc tous les territoires, y compris outre-mer. Et on a une division de la stratégie qui décline la stratégie elle-même qui a été définie par le directeur général, puisque le commandement est directement rattaché au directeur général de la gendarmerie. Et puis une vraie vision aussi en termes de formation, en termes de parcours de carrière pour nos personnels militaires et nos personnels civils. Donc ça, c'est la partie centrale, qui traite évidemment du haut du spectre, mais le COM Cybergendre, ce sont aussi 9000 cybergendarmes qui sont déployés sur tout le territoire national, encore une fois en métropole, mais également outre-mer. Oui. Et vous les trouvez sur 4 strates différentes. La première, c'est la brigade de gendarmerie. Oui. Parce qu'on peut trouver la brigade de proximité. Chaque personne aura une brigade à quelques dizaines ou une dizaine de kilomètres ou moins parfois de son domicile. Et il y a 3 missions pour un gendarme dans cette brigade. La première, c'est de pouvoir accueillir une personne qui a été victime d'une cyberattaque, soit à titre individuel, soit lorsqu'elle est chef d'entreprise, soit lorsque c'est un responsable de collectivité territoriale, d'un hôpital ou autre chose. La deuxième, c'est de pouvoir assurer les premières missions, ce qu'on appelle forensique, donc d'investigation numérique, parce qu'il est très courant aujourd'hui dans des perquisitions de retrouver des téléphones portables sur lesquels il faut faire des investigations numériques. Donc premier niveau, effectuer les niveaux les plus simples. Et puis une troisième mission qui est celle d'assurer la prévention. Donc prévention, la sensibilisation au profit des collectivités, parce qu'il y a un vrai risque cyber, on en reparlera peut-être tout à l'heure à leur rencontre, au profit des PME, des ETI, des hôpitaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, les professionnels de santé en général. Donc ça, c'est la troisième mission. Ce sont des gendarmes qui n'ont pas vocation à le faire à temps complet, parce qu'ils ont aussi leur mission de gendarmes de brigade territoriale, mais peuvent y travailler 10, 20, 30% en fonction de l'activité locale. Et puis ensuite, on a un niveau départemental, où là, on a vraiment des experts qui sont dédiés à cette mission, essentiellement des missions de forensique, donc chaque département. Et puis, on peut aller au niveau supérieur, le troisième niveau, le niveau régional, où on trouve des enquêteurs sous pseudonyme. On retrouve des spécialistes en matière, ce qu'on appelle les fintech, des gens qui ont des compétences en termes financiers, en termes techniques, et qui travaillent notamment sur les sujets qui sont liés aux crypto-monnaies. Des militaires qui vont travailler sur les sujets qui sont liés à la pédopornographie. En tout cas, quelque chose de bien plus vaste en termes de spectre. Et puis, enfin, le niveau central que j'ai évoqué tout à l'heure avec nos 4 divisions. Et toujours sur un principe de subsidiarité qui caractérise le mode de fonctionnement de la gendarmerie et de complémentarité des moyens. Et l'idée, c'est de toujours avoir au plus proche une capacité à pouvoir répondre à un problème cyber, et lorsque justement on a été victime et qu'on est souvent désemparé. Et alors, à qui est-ce que vous vous adressez majoritairement? Donc, vous avez cité les particuliers, les entreprises, les collectivités. En fait, vous adressez tout le monde finalement.
Alors, on adresse tout le monde, toutes les personnes qui sont évidemment victimes aujourd'hui, selon le niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cette capacité de subsidiarité. Alors, ça dépend de quoi on parle aussi. Est-ce qu'on parle d'enquête? Est-ce qu'on parle de prévention? Si on parle de la prévention, en disant quelques mots aujourd'hui, on s'est rendu compte que, alors il faudrait peut-être reparler un petit peu de l'état de la menace de manière un peu plus globale. Je peux en dire peut-être 2 mots. Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, sur ce qu'on en a identifié côté gendarmerie, sur l'ensemble des procédures qui sont enregistrées, c'était le cas en 2022, mais c'est la même chose sur les premiers mois de 2023. Globalement, 80% des faits qui sont enregistrés sont des faits qui sont liés aux escroqueries sur Internet. Donc typiquement, vous allez effectuer un achat, vous allez payer, mais en revanche, vous n'allez jamais recevoir le produit que vous avez commandé. Bon, c'est un exemple, il y en existe beaucoup d'autres. Ça, c'est 80%, c'est quand même une grosse majorité, et ça concerne beaucoup les particuliers. Ouais. Le deuxième phénomène, c'est celui des atteintes aux personnes. Ça représente 10% des faits que l'on enregistre, et on va retrouver dans cette catégorie le cyberharcèlement. On entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias, et également tout ce qui va concerner la pédopornographie. Donc ce sont des phénomènes importants et qui ont pris l'ampleur et sur lesquels on travaille d'ailleurs, notamment sur la pédopornographie, beaucoup d'initiatives pour essayer d'identifier les prédateurs. Donc, pour le cyberharcèlement, en fait, quand il y a un cas de cyberharcèlement dans les écoles, c'est vous qui intervenez après sur les investigations? Alors, on peut effectivement intervenir sur les investigations parce que ce sont des choses qui se déroulent sur le vecteur numérique. Et donc, on a un certain nombre de capacités pour pouvoir effectuer notamment des réquisitions auprès des opérateurs et faire en sorte de pouvoir identifier les auteurs. Donc, identifier les équipements numériques qui ont servi à poster un certain nombre de documents, de poster des commentaires, et puis identifier ensuite les titulaires et les personnes physiques pour pouvoir ensuite les interroger. Et puis, donc la dernière partie, ce sont 10% des infractions qu'on enregistre aujourd'hui, qu'on appelle les atteintes au système de traitement automatisé des données. C'est un terme un peu barbare, mais là, on est vraiment sur l'attaque informatique, c'est-à-dire qu'on pénètre à un moment ou à un autre dans un système d'information. Et là-dessus, vous avez 3/4 de ces infractions qui sont des connexions frauduleuses à vos comptes bancaires, à vos comptes de messagerie, à vos comptes de réseaux sociaux. Donc vous pouvez imaginer derrière les impacts que ça peut avoir. Et puis vous avez 1/4 qu'on appelle vraiment des attaques fortes, des attaques qui sont destructrices. Et notamment, c'est là où on va trouver ce qu'on appelle les rançongiciels ou les ransomware, ou les atteintes par déni de service. C'est-à-dire une grande quantité de requêtes qui sont envoyées sur un site pour le rendre totalement inopérant, en général pendant quelques heures. Et là, on peut faire effectivement un petit focus sur les rançongiciels, et vous verrez pourquoi j'en parle de manière un peu plus détaillée. Ces rançongiciels, il y a 2 aspects. Oui. Le premier, c'est que, tout simplement, le terme n'est peut-être pas forcément très bien choisi, mais c'est globalement un virus qui va arriver sur un système d'information et qui va avoir 2 actions. La première, c'est d'exfiltrer les données confidentielles qui sont à l'intérieur de votre système d'information. Typiquement, une donnée nominative, c'est une donnée confidentielle qui pourra être par la suite exploitée, que vous pourriez peut-être retrouver sur le dark web. Et la deuxième action, c'est de chiffrer totalement votre système d'information pour rendre totalement inopérant votre activité économique. Et le hacker va vous demander en échange d'une clé de déchiffrement le paiement d'une rançon en crypto-monnaie. C'est souvent la manière dont ça se passe. Alors, on peut donner d'ailleurs un conseil, puisque c'est l'occasion, c'est que cette rançon, il ne faut jamais la payer. Bien sûr. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que de manière générale, ça alimente la filière du crime. La deuxième, c'est que vous n'avez absolument pas certitude de récupérer une clé de déchiffrement. Et si d'aventure vous la récupérez, il n'est pas exclu qu'elle génère derrière une nouvelle porte ouverte sur votre système pour que vous fassiez l'objet d'une nouvelle attaque 6 mois ou 1 an plus tard. Et comme vous serez identifié comme étant un bon payeur, potentiellement ça peut marcher. Alors donc évidemment, il faut faire très attention à ça. Et ce phénomène, qui est apparu dans les années 2017-2018, touchait essentiellement des grands groupes. Des grands groupes qui sont vraiment mis à un bon niveau en termes d'hygiène de sécurité, parce qu'ils avaient les capacités aussi financières de le faire, et ils ont réussi à se mettre à niveau. Et aujourd'hui, même si cette attaque, elle continue, elles ont quand même moins de chances d'aboutir. Ce qui veut dire que les groupes de hackers ont changé de portage, ont changé de modèle économique, et aujourd'hui, ils se sont recentrés davantage sur des entreprises de taille plus modeste, comme les PME, les ETI, que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi les collectivités territoriales et les fameuses professions de santé, où on voit assez régulièrement des hôpitaux qui ont été. Et parce que, justement, le niveau de protection de ces collectivités, de ces PME, n'est pas le même, que les moyens financiers ne sont pas forcément toujours les mêmes, et qu'il n'y a pas forcément cette conscience de, justement, se protéger à bon niveau. Et si les montants de rançon
qui sont demandés sont bien plus faibles et en général adaptés à la taille de l'entreprise ou de la collectivité, eh bien, la masse globale des attaques fait que le modèle économique pour le hacker peut être intéressant. Donc on a une action de prévention qui doit être effectuée, et comme vous évoquiez tout à l'heure un certain nombre d'entités qui sont nos objectifs. Et on a initié l'année passée, en 2022, une grosse campagne c'est pas qu'une campagne, mais c'est une vraie action de sensibilisation, mais également de réalisation de pré-diagnostics. On a réalisé des pré-diagnostics au profit des collectivités territoriales. On en a réalisé près de 1300 au profit des collectivités sur une année, réparties sur tout le territoire, y compris quelques-unes qui ont été effectuées outre-mer. C'est un questionnaire entre 70 et 140 questions qui permet d'évaluer le niveau d'hygiène, sécurité d'une entreprise ou d'une collectivité, bien sûr. Et ce que l'on a pu voir, c'est que on avait presque 30% de ces collectivités qui avaient déjà été victimes d'une attaque cyber. Et qui ne le savaient pas. Qui pour certaines le savaient. Alors la plupart du temps, elles le savaient parce que ce sont des questions, donc elles le savaient. Et 1 sur 10 avait déjà été l'objet d'une attaque par rançongiciel. C'est pour ça qu'il était important, je pense, de l'expliquer, savoir ce que c'était. Et que la collectivité la plus petite qui a été victime est une collectivité, une mairie de 200 habitants. Donc en fait, on n'est jamais trop petit pour se faire attaquer, et de manière également importante. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et donc cette action de sensibilisation, et plus que la sensibilisation, il faut le faire. Alors nous, gendarmes, on n'est pas les spécialistes de la cybersécurité. On fait la lutte contre la cybercriminalité, et la prévention, ça en fait partie. Donc une fois que ce pré-diagnostic est fait, nous, on est des lanceurs d'alerte en la matière. Et on oriente les collectivités ou les entreprises vers cybermalveillance.gouv.fr, le groupement d'intérêt public, avec Jérôme Notin, qui identifie un certain nombre d'entreprises qui sont labellisées pour pouvoir faire des audits, donc des audits dignes de ce nom. Nous, on a encore une fois des lanceurs d'alerte, ou éventuellement mettre en relation avec des entreprises qui sont des entreprises labellisées aussi en matière de remédiation, et qui pourront mettre à niveau un système d'information. D'accord, c'est ça. Donc quand je suis victime, par exemple, je prends un cas concret, je suis une collectivité qui a été cyberattaquée par un hacker, je contacte d'abord la gendarmerie, vous faites un diagnostic, et ensuite vous contactez cybermalveillance.gouv.fr qui du coup après va... Alors en fait, il y a 2 aspects. Il y a l'amont, c'est-à-dire vraiment la partie prévention. Donc là, il ne faut absolument pas attendre d'avoir été attaqué. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte de quel est le niveau de notre entité, que ce soit une administration, une collectivité, ou que ce soit une entreprise. Et ça, il ne faut pas attendre que l'attaque arrive. Donc ça, c'est encore une fois la fameuse alerte. Et après, il y a le deuxième aspect, l'aspect où j'ai été victime d'une attaque. Et là, lorsque j'étais victime d'une attaque, ce qui est important en termes de réaction, c'est tout de suite nous appeler. Alors nous appeler, c'est comment je fais, parce qu'évidemment, quand on est confronté à une attaque, on peut être dans un mode un peu de panique. On ne sait pas forcément vers qui se diriger, sachant qu'on a besoin d'une entreprise peut-être qui va faire en sorte de rétablir le système, repositionner des sauvegardes en fonction de la taille de la collectivité ou du secteur aussi d'une entreprise. Peut-être que l'ANSSI va être contacté. Bref, il y a tout un tas d'acteurs. Mais ce qu'il faut absolument faire, c'est aussi contacter les services de police ou les services de gendarmerie. Ça peut être par l'intermédiaire du 17, on sait qu'on tombera toujours dessus, c'est le numéro d'urgence, et c'est une urgence quand on était victime d'une attaque du très haut du spectre, donc ça c'est un moyen. Il y a un autre moyen aussi qui peut être celui de contacter la brigade numérique, qui fait partie du COM Cybergendre, qui permet H24, 7 jours sur 7, de pouvoir échanger en messagerie instantanée avec un gendarme, qui en plus est quelqu'un qui connaît bien les sujets qui sont liés au cyber, et qui pourra mettre en relation tout de suite avec l'entité au bon niveau pour pouvoir intervenir. Et pourquoi il faut nous appeler ? Tout simplement parce que lorsqu'on est attaqué, encore une fois sur du haut du spectre, l'attaquant en général laisse des traces. Et donc ces traces, il nous faut pouvoir les exploiter pour commencer dans de bonnes conditions l'enquête et pouvoir in fine localiser, identifier et interpeller un auteur. C'est justement ça dont je voulais vous parler. Comment est-ce que se passe le processus d'enquête dans le cadre d'un dossier de cybercriminalité ? Par exemple, remettons-nous dans le scénario de la cyberattaque de cette collectivité que nous évoquions tout à l'heure. Quelles seraient les étapes principales du traitement de ce dossier, d'un point de vue enquête ? Alors, la première chose, et je reviens dessus, et c'est important, et effectivement, on peut, en termes de conseils et de prévention, le marteler, c'est vraiment l'appel des services de police ou de gendarmerie. Donc, ce fameux 17 ou le contact avec la brigade numérique, par exemple. Ce qui permettra d'avoir un échange et de définir s'il est nécessaire de pouvoir venir sur place, de récupérer les éléments qui sont utiles à l'enquête, ou éventuellement donner des conseils pour que l'on puisse conserver des éléments qui nous seront utiles justement à cette enquête. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui doit être fait,
immédiatement. Ce qui ne veut pas dire que ça se substitue au dépôt de plainte, qui est un acte administratif et qui sera peut-être prise quelques heures après ou le lendemain. Mais le dépôt de plainte ne suffit pas. C'est vraiment cette alerte immédiate qui est importante. Donc les deux sont complémentaires, mais vraiment l'alerte est le point essentiel. Et puis ensuite, on traite avec le parquet. Alors, si on évoque la question des rançongiciels, et vous l'avez sans doute peut-être déjà évoqué avec Joanna Brousse au sein du parquet J3 de Paris, il y a des familles de rançongiciels aujourd'hui. Et pour chaque famille, les familles sont attribuées soit un service de police, soit un service de gendarmerie. D'accord. Donc dès lors qu'on a identifié une famille, c'est toujours le même service qui sera en charge. Donc, quel que soit l'endroit où l'attaque va pouvoir se passer, dès lors qu'on a identifié une famille, la famille reviendra à un service de police ou de gendarmerie. Donc ça, c'est le cas pour les rançongiciels. C'est différent pour d'autres types d'attaques. Et en fonction du service qu'il a découvert, qui a été alerté, eh bien, ce sera traité très souvent avec le parquet local. Donc il y a un contact régulier et important, comme ça se fait d'ailleurs dans le cadre de toutes les enquêtes judiciaires, avec le parquet compétent. Alors justement, d'un point de vue judiciaire, ça fait peu de temps que la cybersécurité est adressée avec un droit tout particulier. Vous avez participé à la création du Code de la cybersécurité. Il y a également une antenne particulière, le J3, que vous mentionniez, qui est dédié à la cybercriminalité au tribunal judiciaire de Paris. Et nous avions d'ailleurs reçu Joanna Brousse, procureure générale en charge de la cybercriminalité. Dans quelle mesure est-ce que vous collaborez aujourd'hui au niveau judiciaire avec le parquet de Paris ? Alors, le parquet de Paris, les contacts sont quasi quotidiens dans le cadre des enquêtes judiciaires, soit sur des nouvelles saisines, soit sur des saisines sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Donc il y a des échanges parce que dans le cadre d'une enquête, il y a systématiquement un lien entre les enquêteurs et le parquet, et en particulier J3, puisque ce sont essentiellement des attaques qui sont des attaques du haut du spectre, en tout cas des dossiers qui sont des dossiers du haut du spectre. Et au-delà de l'aspect franco-français, parce que ce qui est important de dire, c'est que le cyber, ça n'a absolument aucune frontière et qu'on ne peut pas travailler en franco-français dans le domaine du cyber. Oui. On ne peut pas travailler non plus exclusivement sur nos propres ressources. Donc le partenariat, il est particulièrement important. Il est important au niveau partenariat entre les administrations, les services d'enquête, mais également le privé, parce qu'il faut savoir ce qui se fait dans le privé d'un point de vue technique, parce que ça peut nous aider fortement au niveau national et au niveau international. Et dans le cadre des enquêtes, c'est exactement la même chose. Il faut une forte coopération entre les différents pays d'un point de vue sécurité intérieure, donc les forces de police et les forces de gendarmerie. Et on a besoin également d'une forte coopération entre les services de justice, donc justice française et les justices des autres pays. Et tout ça se fait de manière vraiment parallèle. Et aujourd'hui, on a très régulièrement, lors de déplacements, soit en Europe, soit sur d'autres continents, je pense notamment au continent américain, parce que ça arrive régulièrement, où les enquêteurs du COM Cyberagent, du C3N, se déplacent avec les magistrats de J3, donc du parquet de Paris, liés à la cybercriminalité, ensemble, pour aller voir leurs homologues enquêteurs et leurs homologues justice des pays avec lesquels on travaille, parce que on est sur un dossier qui est commun, parce qu'on a peut-être des auteurs qui sont localisés dans un pays tiers, mais avec des faits qui sont produits sur le territoire français, ou un mix des deux. Enfin, dès lors qu'on y trouve un intérêt en termes de justice et en termes de sécurité intérieure, l'ensemble se met en relation et il y a un échange qui aujourd'hui est plutôt fluide, très souvent par l'intermédiaire d'Europol, qui est un dispositif aujourd'hui avec lequel on travaille énormément et on a beaucoup d'échanges à l'international. Et le cas échéant de faire extrader du coup des hackers d'un pays à l'autre. Exactement. Donc, et d'ailleurs sur beaucoup d'interpellations qui ont pu avoir lieu, sur des dossiers qui sont des dossiers internationaux, lorsque les interpellations sont faites dans des pays étrangers, que ce soit en Europe, mais aussi, je parle du continent américain, parce qu'on en a eu il y a quelques temps et assez récemment sur différents dossiers, les gendarmes du COM Cyberagent sont également présents sur les interpellations. Alors, ce n'est pas eux qui interpellent, puisque c'est le pays dans lequel l'interpellation est faite qui l'effectue, mais les gendarmes sont également présents in situ. Et ensuite, il pourra y avoir un certain nombre d'individus qui reviendront en France par le processus judiciaire que vous évoquez. Donc, par exemple, je prends toujours cet exemple, une infrastructure critique attaquée en France. Vous êtes sollicité tout de suite pour enquêter, pour comprendre d'où ça vient. Et donc, à quel moment est-ce que vous sollicitez le parquet de Paris pour aller plus loin, peut-être ? Comment est-ce que vous collaborez ? Quelle est la répartition des tâches ? Alors, là, déjà, à partir du moment où on identifie quelque chose qui est du spectre, le compte-rendu est immédiat.
au parquet. Et donc il y a un premier échange qui est immédiat, mais ça c'est notre mode de fonctionnement, c'est le code de procédure pénale, c'est la manière dont on doit fonctionner aujourd'hui avec un lien immédiat avec le parquet. Et ensuite, avec le temps, on définit en lien entre les enquêteurs et le parquet les stratégies d'enquête qui doivent être définies en fonction de ce à quoi on est confronté, des premières investigations qui ont été réalisées. Mais ce contact, il est vraiment permanent entre la justice et entre les services enquêteurs. D'accord. Et donc, dans ce processus d'enquête, quelles sanctions est-ce que nous pouvons envisager aujourd'hui envers un cyberattaquant? Bon, effectivement, il y a des attaques très, très variées, donc des sanctions très variées aussi, j'imagine, mais voilà, que ce soit pour des faits d'espionnage économique ou industriel, du sabotage, atteinte réputationnelle, comment est-ce qu'on qualifie les sanctions? Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les sanctions parce qu'effectivement, comme vous l'indiquez, il y en a énormément. Il y a peut-être un point que je peux évoquer quand même et qui est important, c'est que, y compris sur les sujets qui sont liés au cyber, très régulièrement, on arrive à viser la bande organisée. Oui. Parce qu'on est face aujourd'hui à des réseaux qui sont très structurés. On parlait tout à l'heure des ransomware ou les rançongiciels, et je peux encore une fois faire un petit focus sur le sujet. C'est qu'on a affaire, en tout cas pour ceux qu'on a pu voir dans les années 2007-2018, mais qui continuent encore à agir, même si le phénomène a un petit peu changé, on est face à des vraies entreprises, où vous avez un directeur financier, vous avez un directeur technique, vous avez presque un directeur des ressources humaines qui va identifier les bons profils dans différents systèmes, vous avez un commanditaire, et donc vous avez vraiment une criminalité organisée. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe aussi en matière de cyber, et le quantum des peines, évidemment, est en conséquence, est important. Donc il y a un vrai risque, évidemment aussi, et heureusement pour les cyberdélinquants, pour les cybercriminels, de pratiquer ce type de faits. Donc on a aujourd'hui un arsenal qui permet justement de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et notamment de viser aussi cette fameuse bande organisée qui est quand même très régulièrement mise en évidence dans le cadre des enquêtes que nous menons, notamment sur le haut du spectre. Et parfois, ces entreprises criminelles sont en lien avec certains États, j'imagine? Alors, nous, sur les enquêtes qui sont les nôtres aujourd'hui, on identifie essentiellement des individus ou des organisations qui ont envie de faire du bénéfice et faire du profit. Sauf que la frontière, effectivement, elle est quand même assez ténue entre l'aspect financier et potentiellement l'allégeance à un État. Et évidemment, on a aujourd'hui un contexte géopolitique particulier avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un certain nombre de groupes, qui sont des groupes issus de l'Est, et en particulier de la Russie, qui très clairement ont déjà indiqué aujourd'hui qu'ils prêtaient, entre guillemets, allégeance à Vladimir Poutine, et donc ils pouvaient mettre aussi leurs moyens à l'encontre des pays qui soutiennent l'Ukraine. Donc si vous voulez, la frontière est très ténue entre les deux, et donc il y a une vraie fongibilité sur les modes opératoires. Et donc, dans cette logique de collaboration, dans cet espace sans frontières, on peut arriver à de très bons résultats. Hein, je pense, vous parliez tout à l'heure d'EncroChat, et puis plus récemment à la détection de 44 sites frauduleux proposant des billets pour les JO de 2024. Donc, avec l'aide d'Europol, les douanes et la police nationale, je crois que vous avez réussi à démanteler tout ça. Donc, nous connaissons maintenant votre périmètre d'action avec le parquet de Paris, mais au-delà de ça, je pense également à l'ANSSI, donc le C3N aussi, et tout le millefeuille administratif français. Comment est-ce que vous arrivez à collaborer avec chacune de ces entités, finalement, au niveau national et aussi au niveau européen? Alors, le C3N que vous évoquez, c'est notre division des opérations au sein du COM Cybergent. Donc, c'est vraiment l'entité qui est en charge des enquêtes. Donc ça, il y a une cohérence globale. Hein, ils font bien partie du COM Cybergent d'aujourd'hui, donc c'est vraiment notre service enquêteur en la matière. Ouais. Concernant l'ANSSI que vous évoquez, on a une complémentarité évidemment avec l'ANSSI. L'ANSSI est vraiment sur un sujet qui est un sujet très technique. Nous, on est sur un sujet d'enquêteur. Quand on évoquait tout à l'heure la nécessité de l'alerte et l'intervention, lorsque vous avez une entreprise dont le secteur d'activité peut avoir un lien très fort avec la résilience de la nation, avec les intérêts fondamentaux de la nation, l'ANSSI sera également prévenue par la société en question qui a été victime, et nous on travaillera en collaboration avec eux de manière à ce qu'on puisse récupérer les éléments utiles à l'enquête. Donc il y a une vraie synergie, une vraie collaboration entre les différents acteurs. Mais on est sur un périmètre qui est différent. L'ANSSI est plutôt sur celui qui va concerner tous les intérêts fondamentaux de la nation, voir par quelle entité on a pu être attaqué. Et nous, on a besoin de pouvoir identifier dans le cadre de l'enquête aussi peut-être la même chose, d'où ça vient et quels sont les auteurs, mais avec des finalités qui peuvent être différentes. Mais en tout cas, on a une vraie complémentarité sur ce type d'exemple. On peut l'avoir aussi au-delà d'enquête, ça peut être sur les actions de prévention en amont.
Comme on le disait tout à l'heure avec le pré-diagnostic cyber-diagonal, nous, on vise, côté gendarmerie, une grande partie des PME, des ETI, des collectivités territoriales. L'ANSSI aura une action aussi en termes de prévention, d'accompagnement, mais notamment sur des entités qui sont plutôt du spectre et qui, encore une fois, auront des liens avec les intérêts fondamentaux de la nation. Donc là, on est vraiment sur une répartition aussi des tâches entre les uns et les autres, les différents acteurs, et que l'on fait en sorte de mettre en œuvre dans les meilleures conditions possibles en entretenant des relations bilatérales avec l'ANSSI et les différents acteurs. Et puis la police nationale aussi, qui a son service enquêteur avec un office, l'OCLCTIC aujourd'hui côté police nationale. Et dans le domaine du cyber, il y a du travail pour tout le monde. Donc chacun a vraiment matière à faire. Et avec, comme on l'évoquait tout à l'heure, une vraie répartition des missions, notamment par J3, le parquet de Paris, sur les ransomware, avec des familles qui sont attribuées aux différentes entités. Donc c'est vrai qu'il y a un millefeuille qui peut paraître assez important. Mais pour autant, chacun aujourd'hui a son travail. Et puis il y aura aussi, d'ici la fin de l'année, la création d'un commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, qui permettra aussi d'organiser de manière encore plus cohérente l'ensemble des actions qui sont faites en la matière. Le principe, c'est de s'adapter systématiquement à l'évolution de la menace. Et donc ça, c'est une des réponses qui pourraient être apportées aussi. Donc pour s'adapter justement à la menace, vous disiez tout à l'heure 9000 cybergendarmes. Votre prédécesseur annonçait 10 000 cybergendarmes d'ici les JO de 2024. Est-ce que cet objectif sera atteint ? Oui, alors ce sont des gendarmes que l'on forme en formation continue. Oui. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour bon nombre d'entre eux. Ce ne sont pas des gendarmes qu'on va recruter spécifiquement pour passer de 9 000 à 10 000. Ce sont des gendarmes qui sont déjà en action aujourd'hui et on effectue de manière régulière sur le territoire un certain nombre d'actions de formation de manière à ce qu'on puisse monter. Donc oui, je suis confiant, on aura les 10 000 cybergendarmes tels qu'on l'avait prévu à l'époque pour cette échéance des Jeux Olympiques. Et en particulier, ce sera pour beaucoup d'entre eux ceux qu'on retrouve dans les brigades de gendarmerie, ce que j'ai évoqué avec les 3 missions qui étaient les leurs. Et là, j'ai confiance sur le fait qu'on les ait bien. Et le cyber aujourd'hui, c'est un sujet qui, dans nos rangs, intéresse beaucoup les gendarmes. Il y a une envie, il y a envie de s'investir en la matière. Et ce n'est absolument pas un sujet pour retrouver des énergies qui ont envie de se mobiliser en la matière. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. Même si il faut être aussi très clair, c'est que le sujet cyber, recruter des ingénieurs de haute compétence, recruter des techniciens supérieurs en sortie d'école, c'est un domaine qui est très concurrentiel aujourd'hui au sein des administrations, au sein de l'écosystème privé, et on a tous besoin des mêmes jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs. Donc là, il y a un sujet également, donc il ne faut pas se le cacher, c'est la réalité, et il faut vraiment faire connaître ce que l'on fait pour que les uns et les autres on puisse attirer les talents. C'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir faire connaître, sensibiliser à l'écosystème cyber. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout l'écosystème est un peu frappé par la pénurie de talents. Et donc, on essaie de sensibiliser aussi les femmes qui sont pour le moment encore peu attirées ou pas suffisamment par ce secteur, qui pourtant offre une diversité de métiers passionnante. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez un futur cybergendarme ? Alors, ce que l'on recherche, c'est déjà la passion et l'envie. Et à partir du moment où la passion et l'envie, je pense qu'on arrivera à faire un cybergendarme et à le former tel que nécessaire et tel que voulu et en fonction des métiers qui sont les nôtres. Parce qu'on a 3 grandes orientations, on a 3 grands métiers chez les cybergendarmes. Le premier, c'est celui de cyberenquêteur. Oui. C'est faire des enquêtes dans le domaine cyber et il faut des compétences particulières en la matière. Le deuxième, c'est celui de l'investigation numérique. Donc là, on est sur quelque chose qui est bien plus technique. Et le troisième, c'est celui de l'analyse de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand enjeu. D'ailleurs, ça ne concerne pas forcément que le cyber. Ça concerne l'ensemble des enquêtes. C'est que vous avez systématiquement un grand nombre de données à analyser, à étudier. Donc ça, c'est vraiment les grands domaines que l'on étudie. Et on a cette capacité, parce que c'est aussi notre culture, parce qu'on l'a fait comme ça depuis des années, à faire en sorte de bien former, de bien accompagner, de bien amener là où on a envie, là où on en a besoin, nos gendarmes par des formations internes, après qu'ils aient pu acquérir dans le civil un bagage extérieur. Sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur la pénurie aussi des talents, on a vraiment besoin effectivement de faire connaître nos métiers. Et sur les femmes en particulier, ce que vous évoquiez, au sein du Comité cybergenre, on a beaucoup de femmes. On en a dans la division stratégie, on en a dans la division de la proximité numérique, on en a dans le domaine de la formation. Là où peut-être on en a moins, et c'est pas peut-être, c'est même sûr, c'est au sein de la division technique. C'est pas un sujet qui est lié directement à la gendarmerie, c'est un sujet qui est global, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout. Il suffit de
d'aller dans les classes préparatoires aujourd'hui aux grandes écoles, notamment avec peut-être une ambition d'aller dans une école du numérique, pas forcément en cyber, mais numérique de manière générale, la proportion de femmes est assez faible. Et la proportion de femmes aussi dans ces écoles d'ingénieurs à vocation numérique, elle est assez faible. Chez nous, on en a assez peu. J'aimerais bien qu'on en ait plus d'ailleurs, mais je pense que comme les autres, la problématique, c'est de pouvoir attirer et de faire savoir. Et donc encore une fois, pour nous, on doit aller aussi, on le fait, aller dans les écoles d'ingénieurs, expliquer ce que l'on fait, montrer tout l'intérêt que ça peut avoir. Encore une fois, je reviens sur le sens de la mission qui est le nôtre. Il y a des choses qui seront faites en gendarmerie qu'on ne fera nulle part ailleurs. Et ça peut présenter aussi un intérêt fort pour des jeunes qui ont envie de servir. Alors, il y a évidemment aussi... pas que le sens, hein. Il y a tout un tas de choses qui vont ailleurs, il y a des conditions matérielles qui sont importantes, mais on offre aussi des capacités aujourd'hui en gendarmerie et je pense qu'on peut attirer. Exactement, et puis il faut aller voir, il faut aller sensibiliser les ingénieurs qui sont en train de faire des études, évidemment, et puis même plus tôt, je dirais, dès le collège et le lycée, les jeunes, pour les sensibiliser à ces métiers et intéresser les jeunes filles qui avant de faire le choix de l'orientation. C'est aussi ce que fait l'association Women for Cyber, qui cherche à sensibiliser dès le plus jeune âge nos jeunes à ces métiers. J'ai échangé avec il n'y a pas très longtemps, justement, et l'idée, c'était pas forcément d'aller uniquement en terminale parce que c'est presque trop tard, mais c'est bien avant, dès le collège, de bien sensibiliser sur le sujet. Et alors, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fera pas en une année, mais pour autant, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faut investir. Exactement. Alors, bon, comme vous le rappeliez en début d'entretien, donc la sensibilisation, c'est vraiment un vecteur clé de vos missions et de la lutte contre les cyberattaques. Parce que c'est par la sensibilisation du facteur humain dans son ensemble que nous pourrons lutter plus efficacement contre cette menace. Donc il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises à l'échelon local pour sensibiliser les acteurs. Récemment, c'est la région Pays de la Loire avec son programme de cyberassistance qui a fait parler, avec un centre régional de réponse à incidents de sécurité numérique co-construit avec l'ANSSI. Ils ont un service et un numéro d'appel gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, vous avez également lancé un programme dans le cadre de la communauté d'agglomération Cœur d'Yvelines. Ça, c'est un test que vous avez fait ? Oui, alors ce sont des pré-diagnostics qui ont été réalisés aussi au profit de certaines agglomérations, de communautés et autres. Donc, en fait, on est dans la déclinaison de cette politique qui a été mise en place sur tout le territoire, y compris outre-mer, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et l'idée aussi, c'est dans les territoires, de manière locale, parce que nous avons... mis en place dans chaque région de gendarmerie, dans les départements, donc dans chaque groupement de gendarmerie départementale, des référents cyber qui sont des officiers. Il y a également des sous-officiers qui sont positionnés, de manière à ce que l'on puisse développer cette culture de la sensibilisation, de l'accompagnement des différentes entités qui en ont besoin, qu'on puisse les détecter aussi pour celles qui ont le plus de difficultés en la matière. Donc toutes les initiatives aujourd'hui sont les bienvenues et l'idée, elle n'est pas uniquement centrale. La bonne idée, elle sera aussi locale. Et en fonction de la manière dont elle fonctionne, elle peut être aussi déployée partout. Et je reviens juste parce que j'y pense sur ce que vous évoquiez, mais sur tout ce qu'on a pu observer. Si on peut encore donner des conseils avec tous ces fameux pré-diagnostics et toutes ces initiatives locales qui sont faites et ce que l'on observe aujourd'hui dans les territoires, encore une fois, on ne se positionne pas comme étant des spécialistes de la cybersécurité. Mais il y a deux sujets qui reviennent de manière constante. La première, c'est que très souvent, les cyberattaques, elles viennent par l'intermédiaire, bien malgré eux, de l'usager. Donc la sensibilisation de l'usager, ce sont des choses qui sont rarement faites. Donc c'est bien quelque chose sur lequel il faut absolument investir. Ça peut être par des fausses campagnes de phishing dont on pourra tirer des retours d'expérience, de la sensibilisation, de la formation à distance ou directement in situ avec l'ensemble de ses employés. Mais c'est quelque chose d'important. Et le deuxième, c'est la inexistence de plans de continuité d'activité, notamment pour les structures qui sont les plus modestes. Le plan de continuité d'activité, c'est savoir travailler en mode dégradé avec un papier, une gomme et un stylo. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui doit s'anticiper. Et le jour où ça arrive, c'est trop tard. D'autant plus qu'on est en plein stress, et donc il faut avoir absolument des mécanismes identifiés, il faut être totalement rodé pour pouvoir le faire. Donc il faut le préparer, il faut le jouer, en tirer les enseignements et le faire très régulièrement. Donc s'il y a bien deux choses sur lesquelles on peut profiter aussi de ce message pour sensibiliser, c'est bien ces deux-là. Alors, du coup, je vais prendre un exemple très concret. Ça va être l'organisation d'un très grand événement sportif, donc les JO. Actuellement, on a la Coupe du Monde de rugby. Comment est-ce que vous avez sensibilisé dans ces cadres-là des grands événements sportifs ? Et comment est-ce que vous prévoyez, du coup, la situation de crise, finalement ? Alors,
on peut dire beaucoup de choses sur la partie JO, sur les actions qui ont été initiées. Peut-être juste un petit exemple concret avant de parler des JO sur la Coupe du Monde de rugby. On va dire, tiens, mais comment font-ils pour sensibiliser? Il y a eu une très bonne initiative, encore une fois, une initiative locale sur les pré-diagnostics cyber qu'on évoquait. Il y a un groupement de gendarmerie qui s'est dit, mais tiens, j'ai une équipe de rugby qui sera localisée dans tel hôtel. Je vais effectuer un pré-diagnostic de sécurité au profit de l'hôtel pour voir quel est son niveau d'hygiène informatique. Parce que, imaginez, tout est numérique. Si les joueurs de l'équipe de rugby peuvent plus sortir de leur chambre ou peuvent plus rentrer, ne peuvent pas se rendre à l'entraînement ou ne peuvent pas se rendre au match, on peut avoir une difficulté. Ça peut paraître anecdotique, mais typiquement, c'est le genre de choses que l'on peut faire parce que cet hôtel en question, peut-être de manière un peu éloignée, mais il est quand même relié directement à la Coupe du Monde de rugby. Donc ça fait partie aussi de la résilience et des actions d'accompagnement que l'on peut avoir. C'est une anecdote, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très concret. Et aujourd'hui, sur la Coupe du Monde de rugby, on a une action qui est celle de l'identification de l'état de la menace. Donc on observe fortement ce qui se passe aujourd'hui. On essaie de détecter tous les signaux faibles que l'on peut identifier. Et dans la perspective aussi, alors d'une part, pour la Coupe du Monde de rugby elle-même, pour l'événement qui est en train de se dérouler, mais aussi dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Alors aujourd'hui, on a observé de manière très claire quelques attaques par déni de service, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui n'ont pas des impacts majeurs sur des activités d'entreprise, de collectivités ou autres, mais qui sont quand même des signaux faibles, qui font qu'il faut garder vraiment à l'esprit que ce sont des choses qui peuvent arriver, que ce sont probablement des choses qui seront démultipliées à l'horizon 2024, parce que la Coupe du Monde de rugby, c'est un événement important, mais les Jeux Olympiques, ce sera probablement sans aucune mesure, parce que lorsque vous avez un match de rugby qui se déroule à l'instant T en France, aujourd'hui, dans un an, en France, vous aurez peut-être 30 ou 40 activités en même temps qui se dérouleront. Donc ça veut dire une surface d'attaque aussi potentielle, en termes de numérique, il sera beaucoup plus importante, avec les infrastructures de transport, enfin tout un tas de choses qui vont avec. Donc il faut être très vigilant, et donc cet aspect d'accompagnement, de sensibilisation, on continue à le faire, on le fait déjà depuis un moment, et on continuera à le faire jusqu'au niveau des Jeux Olympiques. L'état de la menace, l'identification, on le fait à l'heure actuelle pour la Coupe du Monde de rugby, et on continuera à le démultiplier jusqu'aux Jeux Olympiques. On est évidemment aussi en ordre de marche sur notre capacité à pouvoir nous projeter face à des incidents majeurs en matière de cybercriminalité, ce que j'évoquais tout à l'heure, la récupération de la preuve numérique et autres. Donc ça, c'est un point important. Vous évoquiez à un moment aussi le sujet de la billetterie et de la fausse billetterie ou de la revente de faux billets ou la vente de billets qui n'existent pas. Ça, c'est une initiative qui avait été anticipée aussi par le COM Cyberagenda, en se disant qu'il y avait sans doute un sujet en la matière. Effectivement, ça nous a permis de détecter déjà des sites frauduleux qui ont pu être aujourd'hui déréférencés, donc ils ne sont plus accessibles. Mais jusqu'aux Jeux Olympiques, ça reviendra, il y en aura d'autres, donc on continuera à avoir cette action. Et en mobilisant toutes nos ressources, y compris sur le territoire, pour justement, avec des spécialistes en recherche sur les sources ouvertes, identifier tous ces sites aujourd'hui qui sont problématiques. Et puis, on va aussi au-delà, vous parlez de l'ANSSI, sujet de la coopération. Si on a un événement majeur qui nécessite de faire de la remédiation, même si ce n'est pas notre métier directement en matière de lutte contre la en matière de cybersécurité, la remédiation n'est pas directement notre métier, mais avoir cette capacité de pouvoir appuyer l'ANSSI si c'était nécessaire sur un événement d'ampleur avec des spécialistes qui pourraient leur apporter un appui en cas de nécessité. Donc si vous voulez, on a vraiment une multitude d'actions aujourd'hui qui sont entreprises pour la préparation de cet événement majeur pour la France. Et j'imagine que du coup même, c'est lié aussi à la cyber, mais pour la prévention, en fait, l'organisation, la bonne organisation de ces grands événements sportifs, il y a aussi l'anticipation de potentiels événements annexes, type les émeutes qu'on a pu observer en juillet dernier, avec, je pense, un gros travail aussi en ligne pour baliser le terrain. Alors complètement. Lors des violences urbaines qui ont eu lieu au mois de juin, on s'est mobilisé pour la partie comme Cyberagenda sur tout ce qui était recherche en source ouverte. On l'a fait avec l'ensemble de nos antennes qui sont réparties sur tout le territoire national. On a travaillé pendant 5 jours H24 de manière à systématiquement avoir une veille. On y a associé également notre sous-direction de l'anticipation opérationnelle qui a la main sur l'ensemble des cellules de renseignement sur le territoire national. Donc un travail qui a été coordonné de manière à pouvoir anticiper l'action des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire détecter sur les réseaux des choses qui étaient en train de se préparer
de manière à pouvoir prépositionner les forces de manière la plus opportune possible, et également essayer d'identifier sur les réseaux tout ce qui potentiellement pourrait caractériser une infraction de manière à ce qu'on puisse la traiter immédiatement. Donc ça, on s'est vraiment mis en ordre de marche immédiatement dès lors que les premiers événements sont intervenus, et ça fait partie aussi de nos actions du quotidien. On les a fait sur les violences urbaines et on les a fait à d'autres occasions. Je pense en particulier à Sainte-Soline, la manœuvre cyber sur Sainte-Soline, avant même que les manifestations aient pu avoir lieu. La manœuvre cyber était directement dans la préparation de la manœuvre. C'est un vaste programme. Pour finir, une dernière question. Quel sujet, quel projet, quel chantier pour les mois à venir, pour 2024 ? Alors le projet majeur, je l'ai peut-être un petit peu défloré tout à l'heure, puisque j'ai évoqué la création d'un commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, parce que je pense que d'ici la fin de l'année, ce service à compétence nationale sera sans doute mis en place. Donc ça sera un vrai chantier, une vraie évolution pour le ministère de l'Intérieur en matière de lutte contre la cybercriminalité, et ça apportera sans aucun doute une vraie plus-value et avant les Jeux Olympiques. Complémentaire du coup du ComCyberGend. Le ComCyberGend aura vocation à évoluer vers un ComCyber du ministère de l'Intérieur qui lui-même sera inclusif, avec également des policiers de la police nationale, de la préfecture de police de Paris, de la DGSI. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit commun et qui permettra d'avoir sur un différent domaine que je ne citerai pas de manière exhaustive, mais d'avoir une vraie cohérence, complémentarité des moyens au sein du ministère de l'Intérieur. Donc ça sera l'un des gros chantiers pour l'année 2024. Merci beaucoup, Général Husson, pour votre discours éclairant sur la cybercriminalité dans le cyberespace. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne rien manquer de l'actualité des grands acteurs du numérique et à nous laisser vos commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite dans l'œil de la cyber.